je suis plutôt analyste. Alors l'analyste, c'est celui qui se trouve dans le dos. Et puis, comme cavalier aussi, je vois rarement les yeux de mon cheval de face. Alors vous pardonnerez si j'ai un peu la voix qui tremble. Alors le thème, les chevaux en psychanalyse, alors je viens après des collègues qui ont beaucoup parlé de comportement animal, qui sont centrés sur le cheval. Donc moi je vais aborder plutôt le cheval dans l'œuvre psychanalytique. Vous verrez que finalement il n'y a pas beaucoup de chevaux dans l'œuvre psychanalytique. Et j'essaierai de voir comment les chevaux peuvent nous servir, à la fois en tant qu'analyste et puis aussi en tant qu'équithérapeute. Parce que, pareil, depuis que j'ai commencé ma formation d'équithérapeute il y a pas mal de temps à la SSE, je me suis senti tout seul comme psychanalyste. Parce que c'est pas une pratique qui est très utilisée. Souvent, on a une vision un peu fermée de la psychanalyse. On voit le vieux psychanalyste avec une barbe. Désolé, je me suis rasé hier. Et on imagine en fait qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions de travail avec un animal. Et pourtant, les médiations, parce que c'est une médiation animale comme une autre, l'équithérapie, on va voir beaucoup avec la psychanalyse, parce que toute la théorie des médiations, elle doit tout à la psychanalyse, à la question de l'objet transitionnel, à la question de choses qu'on a essayé de faire passer. Alors j'ai décidé de plagier un peu, à la fois et que aussi un psychanalyste qui a écrit un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'être à un jeune psychanalyste ». Et je me disais comme ça que c'était peut-être une contribution que je pouvais faire à qu'est-ce qu'on peut faire de la psychanalyse quand on est équithérapeute. Alors, en plus, le plagiat, c'est une affaire d'analyste. En analyse, vous le verrez par la suite, en fait, on ne trouve rien. Et quand on est découvreur, en fait, on ne fait que redécouvrir quelque chose qu'on avait oublié. C'est la baie du refoulement. Donc, plagier, c'est finalement le travail des analystes au quotidien. Alors, la psychanalyse, dans un premier temps, elle s'est donnée comme mission d'explorer un continent inconnu. Je fais attention à l'heure parce que j'ai commencé à 35, donc j'ai mon temps. Il y a des paris qui ont été pris. Il y a des paris qui ont été pris par des élèves de l'IFEC, alors attention, il faut que je surveille. Parce que le temps, c'est pareil, en psychanalyse, c'est un gros problème. Ça dure très longtemps. Et puis des fois, les séances sont très courtes, surtout chez les laguniens. Donc, la psychanalyse, son premier objectif, en fait, c'est d'explorer l'inconscient. Alors, Freud parlait de continent noir qu'il allait falloir découvrir et dont il allait falloir raconter un petit peu les modes de fonctionnement. Alors, je me suis dit, tiens, la psychanalyse, c'est une conquistador. Alors déjà, je voyais un premier lien avec les chevaux, parce que vous savez, les conquistadors, quand ils ont conquis le Nouveau Monde, ils n'ont pas gagné parce qu'ils étaient forts, ils ont gagné parce que les primitifs s'attendaient en fait à voir revenir les dieux monter sur des chevaux, enfin monter sur des bêtes, parce qu'il n'y avait pas de chevaux sur le continent américain à l'époque. Donc du coup, en fait, ils ont gagné uniquement parce qu'on ne s'est pas battu contre eux. La réalité, c'est qu'ils sont surtout gagnés parce que dans leur besace, ils avaient ramené plein de maladies, et que la peste et la variole a tué beaucoup plus d'Amérindiens que les conquistadors. Donc, le cheval, il avait déjà une place. Le cheval, c'était comme ça une sorte de cheval de Troie qui a permis plein de conquêtes. Alors moi, la question que je me pose tout de suite, c'est est-ce que le cheval nous permettrait-il, à nous autres analystes, d'aller plus loin dans notre pratique? Quelle place peut-on faire à la psychanalyse en équithérapie? Et métapsychologie, c'est-à-dire la science qui est à l'arrière de la psychanalyse, le fonctionnement du psychisme humain, et équithérapie sont-ils compatibles? Alors, vous savez, les psychanalystes, pareil, on a un peu l'habitude depuis Freud de raconter des histoires. Tour à tour, la psychanalyse, elle s'est emparée du mythe de Narcisse, d'Oedipe, de Médée, pour conter à nos oreilles les règles de fonctionnement de la psyché humaine, c'est-à-dire de notre pensée. Alors, pourquoi il a pris que des mythes? C'est intéressant, mais déjà, je me suis intéressé, pour commencer, est-ce que les chevaux, justement, c'est pas des animaux mythiques, mythologiques? Alors, l'autre jour, je regardais une émission, et puis, je ne sais plus le titre, d'autres pourraient me le dire, et c'était sur la grotte Chauvet. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, parmi les animaux qui ont été dessinés, alors c'est un peu les premières questions que j'avais envie de poser. Là, c'était un article qui était sorti dans un journal équestre, suite aux catastrophes en fait, de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. En fait, on s'interrogeait sur les raisons de leur nullité. A priori, il faudrait peut-être poser les questions à la fédération. Donc, et la question de fond, en fait, c'était est-ce que les cavaliers et les analystes se ressemblent? Donc mon plan, ce sera à peu près celui-là, c'est les chevaux du mythe, Freud et le cheval. Un très joli article de Sandor Ferenczi, vous connaissez peut-être pour certains, un très grand analyste à mes yeux. Juste au-dessus de nous, c'est la salle Budapest, alors il habite à Budapest, j'espère qu'il nous surveille. Et après, je poserai la question, en fait, de mener le cheval ou conduire la cure, c'est de voir la proximité qu'il existe entre les deux positions.
Et après, j'essaierai un petit peu de vous raconter qu'est-ce qu'a fait de moi un équithérapeute et éventuellement un psychanalyste, je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs. Alors la grotte Chauvet, voilà, c'est la grande fresque, ça a 36 000 ans à peu près. Donc certains y voient en fait la préparation d'un hennissement, parce que comme si les préhistoriques comme ça pouvaient avoir la capacité de filmer. On a presque le déroulé d'une bobine de film. Et donc on voit bien que les chevaux, il y a déjà 35 000 ans, ils étaient dans l'imaginaire des hommes. Alors, il y a 35 000 ans, on les observait, a priori, je vais arrêter de penser que les primitifs étaient gentils, c'était pour les bouffer. Hein. À l'époque, on était des carnassiers, des chasseurs, on essayait de les bouffer. Donc pour les bouffer, il fallait les observer. Mais en même temps, là, on voit qu'on n'est pas dans des scènes de chasse. Dans d'autres grottes, on va avoir des scènes de chasse, alors on se dit, tiens, là, le cheval, il est observé, on essaie de comprendre son comportement, en tous les cas de s'approcher. Parce que chasser, c'est aussi ça. Hein. Chasser, c'est la même chose que... c'est gentil d'essayer de comprendre les chevaux, mais au départ, on essaie de les comprendre pour les attraper plus facilement et puis pour les passer à la casserole. C'est pour ça que je dis qu'il faut manger des chevaux. Attention. Alors, ça, c'était il y a 35 000 ans. Et puis, tant que nous y sommes et qu'on est dans les dates, on sait que le cheval a été domestiqué il y a à peu près 5 ou 6 000 ans, quelque part entre l'Ukraine et le Kazakhstan. C'est vaste. A priori, dans quelques temps, ce sera la Russie, d'un bout à l'autre. Et donc, du coup, à partir du moment où on a commencé comme ça à domestiquer le cheval, c'est lui reconnaître qu'on l'a utilisé pour d'autres choses que des fonctions carnassières. On a arrêté de juste le chasser pour le manger, on a commencé à développer donc un langage avec lui, notamment il y a des stèles qui montrent qu'on montait les chevaux il y a à peu près 5500 ans. Donc à partir de là, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, tiens, on est passé de l'animal qu'on observe à l'animal avec lequel on communique. Il aura fallu presque 30 000 ans pendant lesquels, forcément, les préhistoriques, là, dans leur grotte, ils ont dû rêver aux chevaux, et puis il y a cette forme de communication interspécifique. Parce que finalement... Merci. Je crois que c'est vrai, c'est ça ? De stress, peut-être. Alors... Mais je trouve que c'est un super développement en fait que pendant 30 000 ans on soit intéressé à cet animal, du point de l'observer jusqu'au point en fait de grimper dessus et de développer un langage avec lui. Parce que finalement les premiers éthologues c'est quand même ceux qui les ont domestiqués, qui sont montés dessus. Alors les premiers morts ils étaient intéressants, ils étaient en os de cerf et en fait on a commencé très rapidement à leur mettre quelque chose dans la bouche, donc c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des canaux de communication avec eux, parce qu'a priori ils n'avaient pas le langage, en tous les cas pas le même que le nôtre. Alors si on continue un peu comme ça dans cette affaire de mythologie, on peut aller voir du côté aussi de la religion, et notamment les différentes formes qu'ont pris le cheval. En fait, là, à gauche, vous avez une représentation des 4 cavaliers de l'Apocalypse. À droite, vous avez le cauchemar de la jument, je crois, de Fuseli. Donc la tête de la jument, en fait, c'est pas très clair, mais en fait, au-dessus de la dame allongée, a priori, qui va pas très bien quand même, on voit la tête d'un cheval qui apparaît. Donc il y a des proximités sémantiques aussi entre le terme de jument, mais dans des langues très primitives. En bas à gauche, vous voyez, c'est le char d'Apollon qui tirait le soleil. Donc le cheval était aussi celui qui faisait le rythme des jours pour les Grecs. C'est-à-dire que c'est lui qui emmenait le soleil et qui l'emmenait, qui lui faisait faire sa course circadienne. Ou alors on a aussi la représentation du centaure, et à droite, là vous voyez, c'est une des représentations du cavalier de l'Apocalypse qu'on trouve au musée Fragonard. Donc en fait, c'est un ossement de cheval sur c'est pas le cheval qui est sur le cavalier d'ailleurs, c'est plutôt le cavalier qui est sur le cheval. Donc on voit bien à travers ça en fait que le cheval, il a occupé une place un petit peu à la fois empreinte de rêve. Ça a été tour à tour le compagnon des dieux avec Apollon. Ça a été aussi finalement une arme de guerre, beaucoup, et même dans les religions monothéistes, et avec l'Apocalypse de Saint Jean, c'est devenu une arme de destruction massive. Donc c'était le premier point que je me suis dit, tiens, dès les origines de l'humanité, le cheval, il occupe une place faite d'attraction et de peur. C'est cette symbolique duel qui en fait, à mon sens, en tant qu'analyste, un animal hors de pair. Et ce serait dommage de l'ignorer, puisqu'on sait très bien, par exemple, dans la psychanalyse, que le désir et l'angoisse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on angoisse que parce qu'on désire, et on désire que parce qu'on angoisse. On pourra revenir là-dessus dans des questions si vous voulez. Mais c'est un raccourci assez court, mais enfin Freud, pour le faire court, disait l'angoisse est au désir ce que le vinaigre est au vin. Alors,
moi, très souvent, comme ça, en tant que cavalier d'enfance, j'étais vraiment cavalier tout petit, et j'ai été collé sur un cheval par mon père. Ça a du sens, je crois. Et très souvent, quand les patients me parlent, ils sont allongés, puis moi je suis derrière, donc je rêve un peu quand même. Faut pas croire que j'écoute toujours ce qu'on me dit. Mais très souvent, comme ça, les images qui viennent, c'est soit l'image du cheval de course, notamment, vous savez, ces enfants là qu'on nous envoie parce qu'ils sont hyperactifs. Et donc on se dit, bah tiens, c'est des chevaux de course, en fait, ils sont juste matraqués à coups de cravache par un environnement qui veut que ce soit de bons élèves, de bonnes réussites. Ils sont tellement poussés finalement qu'ils en deviennent tout petits d'angoisse. Et très souvent, c'est l'image qui me vient comme ça. Je vois le cheval de course à l'entraînement, quand je vois ces petits enfants hyperactifs, ou alors quand je vois ces grands méchants mous, là, vous savez, ces adolescents chiants comme la pluie qui restent allongés. Ben là, moi, je vois la force du gros trait au champ, comme ça, espèce de force tranquille qui cherche. Là, j'ai encore une fois pour les termes, mais voilà, c'est cette recherche comme ça et j'ai beaucoup d'images équestres. Alors, c'est peut-être un jeu, c'est peut-être parce que je suis cavalier, mais souvent, c'est parlant. Je me souviens d'une patiente comme ça, à qui j'avais fait la comparaison d'un cheval de course, brillante, elle est brillante, elle réussit tout, et puis elle est persuadée qu'elle va tout rater, et en fait, j'ai un cheval de course dans les starting blocks. Alors je m'intéresse aussi aux chevaux de course, et vraiment, quand je vois cette patiente, je vois mon cheval. Je ne vais peut-être pas lui dire comme ça, elle n'est pas dans la salle, enfin je ne crois pas, je ne crois pas jusqu'au bout, mais ça devrait le faire. Donc, pas pour arrêter de blaguer quand même, parce que le temps m'est compté et après je vais me faire taper sur les doigts. Le cheval, c'est un animal mythique. Donc, je voyais un parallèle assez fort comme avec la psychanalyse. Alors, je me suis intéressé à finalement les chevaux dans l'œuvre de Freud, parce qu'on ne peut pas parler de psychanalyse sans parler de Freud. Et bien, Freud, il n'évoque les chevaux que extrêmement rarement, si ce n'est dans un cas qui est resté très célèbre qui s'appelle le Petit Hans. C'est dans les 5 psychanalyses, c'est son analyse d'enfant. Alors, il n'a pas fait l'analyse de l'enfant, en fait. Le pauvre enfant, il avait quand même un père et une mère psychanalystes. Et donc, en fait, c'est les parents qui rapportaient à Freud tous les jours ce que faisait le gamin. Et puis, du coup, Freud, de temps en temps, donnait quelques explications sur ce qu'il jouait. Mais Freud y avait un intérêt parce qu'il y a fixé des choses. Alors, le petit Hans, c'est un cas qui est resté assez célèbre. Alors, ça, c'est un dessin du petit Hans. Pour autant, ça n'est pas un cheval. Ne vous trompez pas, c'est une girafe. Mais il y a une représentation en fait d'un cheval par le Petit Hans, mais elle n'est pas très parlante et du coup en plus je n'arrive pas à en trouver une version numérique. Mais on verra que c'est intéressant parce que finalement entre la girafe et le cheval, pour Freud il n'y a pas de grande différence, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça a un cheval ou qu'est-ce que ça a une girafe, c'est un animal. Donc d'accord ? Et c'est un grand animal. Alors Freud, il n'aborde pas les chevaux autrement comme ça. Le cheval, c'est un animal au sens large, un grand particulier. Et en fait, ce qui l'intéresse, Freud, comme le petit Hans d'ailleurs, alors, il faut dire que quand même le vieux, il avait quand même un sérieux problème, c'est que les animaux, en fait, et ça, Hans, dès le départ de son histoire, Hans, il a développé une phobie absolue des chevaux. Il vivait à Vienne, à 3 ans et demi, impossible de sortir de chez lui, il était persuadé qu'il allait se faire mordre par un cheval. Alors, ce qui l'intéresse, et le petit Hans aussi, c'est que les animaux, c'est pour ça que la girafe est importante, on leur fait pipi. On ne fera pas de dessin, hein, vous l'avez compris, au même endroit que les mamelles. Alors ça, c'est un vrai problème pour le gamin, et c'est qu'il y a une confusion des sexes qui est évidente. En plus, pour un enfant, mais pas pour les enfants, en fait, quand on a affaire à un grand animal, en général, l'affaire est sous les yeux. Et alors le petit Hans, il va passer 3 ans de sa vie à ne s'intéresser qu'au fait pipi. Alors c'est le fait pipi des animaux, mais c'est aussi un moment le fait pipi de maman. Maman qui est grande comme un cheval, alors elle a un sérieux fait pipi. Et puis Hans, dans l'affaire, il a aussi un autre problème, c'est qu'il y a une petite sœur qui naît, et puis elle qui a un fait pipi qui est ridicule. Alors lui il commence à douter que son fait pipi encore un peu ridicule, mais qui pourrait grandir, va pas être à la hauteur de ses attentes. Et en plus, à un moment, la maman du petit Hans, elle lui dit, si tu n'arrêtes pas de toucher à ton fait pipi, parce qu'il avait aussi découvert ça à l'époque, vers ses 3 ans et demi, il touchait à son fait pipi tous les soirs, il avait trouvé que c'était sympa. Et on lui avait dit, si jamais tu n'arrêtes pas d'y toucher, on te l'enlève. Alors, c'était un vrai problème, c'est-à-dire qu'il est très angoissé parce que les 2 endroits par lesquels il se fait plaisir, c'est les endroits qui lui sont interdits. C'est-à-dire que le fait pipi avec lequel il s'amuse tous les soirs, et avec lequel on lui a interdit de le faire, et puis l'autre chose qui est interdite, c'est que quand il est un peu stressé ou quand il n'a pas envie de dormir tout seul, il va dormir dans le lit de maman. Alors là, le petit Hans, en fait, le chevaux n'apparaît dans l'affaire de Freud qu'à travers ça, c'est-à-dire qu'à travers le petit Hans, Freud nous parle du complexe de castration,
pourra revenir après si vous voulez là-dessus, si j'ai le temps. Et aussi, en fait, finalement, du complexe d'Oedipe. Et ça, il se sert du cheval pour aborder cette question. Alors, non pas qu'il n'avait pas trouvé avant, il l'avait trouvé avant chez ses patients adultes, mais ce qui l'intéresse chez le petit Tante, c'est qu'en fait, on voit au fur et à mesure s'installer la pensée humaine. C'est-à-dire qu'il y a l'observation en direct de la construction d'un complexe d'Oedipe et d'une angoisse de castration, et tout ça articulé autour des chevaux. Et Freud finira par nous dire, en fait, que si le petit Hans a tant peur des chevaux, c'est parce que, d'une part, à un moment, Hans fait une explication et dit qu'un jour, il a vu des chevaux tomber dans la rue, et que la première fois qu'il est monté sur un cheval, c'était sur les épaules de papa. Et qu'en fait, il a peur que papa s'effondre et qu'il en meure. Ça, c'est sa première partie de la phobie. Et la seconde partie de la phobie, c'est qu'un jour, il y avait un cheval blanc qui attendait devant chez une de ses petites copines, parce qu'il était assez branché, petite copine, le petit Hans, et que le cheval blanc, en fait, il avait essayé de lui mordre le doigt. Alors, par un déplacement dont sont doués les enfants, en fait, à la fois le charivari des jambes du cheval qui tombe, ça symbolise un peu la mort du père, et de l'autre côté, le cheval qui mord le doigt, vous avez bien compris que ce n'était pas le doigt de la main. Donc le petit Hans, il nous explique ça. Alors ce qu'il faut en retenir finalement dans l'œuvre de Freud, c'est que ce cheval, il n'a pas un destin formidable, il est le point de chute en fait d'un déplacement infantile, il devient l'objet d'une phobie. Reste l'art du maître que d'y avoir vu la mise en place au fur et à mesure d'un complexe d'Oedipe, celui du petit Hans, validant par là même ce qu'il avait déjà commencé à percevoir chez ses patients adultes. Néanmoins, il y reste de ces lignes que les chevaux, à l'instar des autres animaux, renvoient à la différence des sexes et sont des animaux sexués. Et d'ailleurs, si on reconnaît, et j'arrêterai là-dessus le cas du petit Hans, que même quand on est adulte, et si on a un tant soit peu honnête, alors peut-être que c'est peut-être plus une affaire de garçon que de fille, alors les garçons diront, c'est qu'en général, quand on se retrouve devant un cheval ou même un chien, enfin chez le cheval c'est un peu plus marquant, que le truc qu'on fait, c'est qu'on passe en dessous pour voir si c'est un jument, une jument, un ongle ou un entier, comme si c'était si important que ça. Le discours qu'il y a partout, pas d'ongle, pas d'entier, pas machin, enfin. Voilà, donc le cheval est un animal qui est sexué de manière très importante. Bon, c'est vrai, on fait ça avec les chiens aussi. Vous êtes propriétaire de chiens, en général, on vous demande si c'est un mâle, une femelle. Enfin, acceptez quand même que quand vous dites que c'est un mâle ou une femelle, ça marque moins quand c'est un cheval. Je crois que c'est une question de taille. Alors, comme j'ai continué un peu ma balade en fait, dans l'œuvre psychanalytique, je me suis intéressé en fait à ce que disait Ferenczi. Alors Ferenczi, c'était le disciple et le dauphin et qui était à la fois qui a été adoré puis après détesté par Freud. Il vivait à Budapest. Alors il y a un texte très intéressant de Ferenczi, je laisserai les bibliographies dans les textes que je fais, qui s'appelle Dressage d'un cheval sauvage. Alors Ferenczi en fait pour le coup, il ne fait pas du tout de la psychanalyse, enfin, en tous les cas, pas dans le début du texte, c'est presque un texte d'éthologie. En fait, c'était une jument de militaire, je crois, la belle Xixa. Alors, vous allez dire que je suis un peu branché sur ces questions-là, mais je suis psychanalyste. Xixa, en hongrois, ça veut dire chatte. Vous faites les associations que vous voulez. Alors, le problème de la belle Xixa, c'est qu'elle ne veut pas être ferrée et que c'est presque une tueuse. Si on commence à lui toucher les pieds, elle devient folle. Et au même moment, en fait, à Budapest, il y a un jeune maréchal ferrant, Joseph Hezer de son petit nom, qui dit partout qu'il peut dresser n'importe quel cheval. Alors du coup, Ferenczi est convié à assister en fait à comment Hezer va s'y prendre avec le cheval, et ainsi qu'une tripotée de journalistes, parce que c'est une très très belle jument, dommage, elle n'utilise pas, elle est au rebut tellement elle est rétive. Et donc on a toute la description en fait, de ce qui va se passer entre le cheval et le maréchal ferrant. Alors Ferenczi, par souci d'objectivité, il ne va pas le mettre du côté, il ne va pas raconter lui-même, en fait, il va reprendre les articles de journaux, et c'est qu'après qu'il va en faire une analyse. Donc en fait, les articles de journaux, d'ailleurs, c'est écrit dans un style assez de dramaturge, on voit bien qu'il y a des choses comme ça qui sont c'est très mouvementé. On voit que le Hezer, en fait, il se met, quand la jument se met à bouger, il se met à hurler, des cris plus stridents encore qu'elle, et que quand elle se calme, il commence à roucouler. C'est comme ça que c'est décrit dans le texte. Et il va alterner ça pendant près de 2 heures. Et au bout de 2 heures, la belle, elle a de nouvelles chaussures, elle est parfaite. Alors tout de suite, on demande à Ferenczi, est-ce que vous pensez qu'il y a la transmission de pensée, du magnétisme animal, enfin est-ce qu'il y aurait comme ça quelque chose de la sorcellerie? Lui, il dit pas du tout, en fait, moi ça me fait penser à quelque chose, c'est ce que j'ai appelé l'hypnose maternelle et paternelle, cette espèce d'alternance en fait entre les influences qu'on peut avoir sur un enfant quand on l'éduque. C'est-à-dire soit une éducation plutôt autoritaire, alors à l'époque il le mettait encore du côté du père, mais c'est vraiment le cas,
enfin c'est pas toujours le cas, je crois pas que ce soit intéressant comme ça de genrer de telle manière les méthodes j'allais dire de dressage, d'éducation. Et puis de l'autre côté, une autorité maternelle, en fait, qui serait plus une autorité gentille, celle qui recoule. Alors en fait, il va un peu à contre-courant l'œuvre de Freud, c'est parce que lui, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'enfance. En fait, il dit que ce qu'on voit à l'âge adulte, ce qu'on a vu chez cette jument, eh ben, on peut le retrouver chez nos patients, en fait, chez les névropathes, les névrosés. En fait, ce sont souvent des gens qui sont restés coincés par rapport à un mode d'éducation qui était interdicteur et qui ne leur permettait pas une vraie réalisation d'eux-mêmes. Alors parfois, s'ils sont plutôt dans une sorte d'hypnose maternelle, comme il a dit, seraient plutôt être des patients adhésifs, dans quelque chose de l'ordre de la séduction, et puis du côté de l'hypnose paternelle, ce serait plutôt des gens qui sont sensibles à la soumission. Alors il met une très jolie... En fait, il parle de domestication marquante quand il lit en fait ce cas équestre, et il clôt son texte par une jolie phrase. Il dit « Ce sont ces enfants domestiqués qui fournissent plus tard les sujets toujours réceptifs à la suggestion maternelle ou paternelle, et également la majeure partie des névrosés. » Et après, il fait une phrase très étrange, mais que je vous livre quand même. « Il est difficile de savoir à l'avance si cette technique brutale de dressage peut nuire par la suite à la santé du cheval. » Alors là, je me suis dit, il parle des enfants pendant tout un des névrosés, et à la fin, il finit, est-ce que ça ne nuit pas à la santé du cheval? En fait, moi, ce que j'ai vu là-dedans, en fait, c'est que Ferenczi, encore une fois, il va servir du cheval pour essayer de démontrer un point de psychologie humaine, notamment l'instauration de ce qu'on appelle le surmoi. Vous savez, l'espèce d'instance interdictrice qui ne vous autorise pas ou qui vous interdit de faire telle ou telle chose. Vous savez, la maman qui dit, ou papa, même, enfin, ou l'adulte qui vous dit, ne mets pas tes doigts dans ton nez. Genre de choses. Ben, en fait, c'est en fonction de la manière dont ça a été fait, ça va donner une coloration particulière à votre vie psychique. Et donc, en continuant, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que tout ça, ça peut quand même, en tant qu'équithérapeute, nous livrer des pistes en se disant, est-ce que plus tard, dans la séance, on ne peut pas, dans l'interaction que le patient va entretenir avec le cheval, essayer de mettre en place en fait des sortes de relations réparatrices de la manière dont ces enfants ou de ces enfants adultes devenus ont été éduqués. C'est-à-dire que est-ce que dans la manière dont ils vont instaurer le dialogue avec l'animal, ça ne va pas révéler quelque chose de leur mode éducatif ou en tous les cas de leur problématique de base. Ça, c'était ma première pensée d'analyste et aussi de cavalier. Alors justement, pour continuer pareil entre les deux, alors j'ai deux images, l'analyste d'un côté, le cavalier de l'autre. Il y en a un qui est en meilleure posture que l'autre quand même. Et moi, je voyais un parallèle évident entre monter à cheval et la position d'analyste. D'abord, elle est topographique, en fait, parce que l'un comme l'autre, le cavalier ou l'analyste, on se trouve dans le dos de notre protagoniste, qu'il soit équin ou humain. C'est pas rien, hein. Ça veut dire quand même que l'un comme l'autre, et c'est pour ça que c'est dur pour moi aujourd'hui, on est soustrait au regard. En permanence, on est soustrait au regard. En tant que cavalier, mais aussi en tant qu'analyste, on est toujours soustrait au regard. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée quand même un mode de dialogue qui est complètement différent, puisque le dialogue du regard, c'est notre principal moyen d'échange, c'est le principal moyen d'entrer en relation de l'espèce humaine. Ensuite, les équitants comme les psychanalystes ne pourraient pas se contredire sur la manière de faire avec les résistances. Qu'on soit gauchériste, enfin tout ce qu'on veut, en général, la résistance, il faut la faire céder de manière ferme, mais sans brutalité. Alors, lever la résistance du cheval comme celle du patient, celle qui met à ne pas changer, c'est in fine l'objectif du travail, de cavalier ou d'analyste. C'est encore une proximité. Il va falloir donc patiemment détricoter les empêchements, refaire des liens. Alors, sur le carré de dressage, comme dans l'angle de l'analyste, il va falloir sentir et entendre pour espérer une libération pulsionnelle, une décharge, éventuellement motrice, un mouvement. Alors, l'attitude des grands maîtres comme des analystes, là encore, importe tout autant que leur technique. Les équitants parlent du tact, summum de leur art, on parle du tact équestre, et les analystes parlent du tact analytique. Il y a encore une fois une proximité. Le tact analytique, c'est cet instant de grâce où l'interprétation, comme le silence, finalement, a un effet sur le patient et sur sa problématique. Alors moi, chaque soir, en entrant à l'écurie, je retrouve quelque chose de ça. C'est comme une boîte de Pandore, quelque chose qui me force à me souvenir, parce que les chevaux, pour moi, c'est ça, c'est une obligation de se souvenir. Alors ça me rappelle les odeurs de bête, la moiteur, le souffle, et ça me renvoie à plein de choses que probablement j'ai en partie refoulé. Toute cette question de la sexualité infantile, toute la question
Qu'est-ce qui se passe quand on ferme la porte, notamment quand c'est la porte des adultes? Alors, aussi, les chevaux réveillent chez les citadins que nous sommes quelque chose des questionnements infantiles. Cavaler, c'est se remémorer les lieux d'enfance, les colos à la campagne et les rêves de liberté. Du Shetland des origines au cheval de concours du présent, moi j'ai un fils d'Ariane qui se tisse, il nous arrive à nos sensations infantiles, exactement comme le petit Hans, à un moment il finit par s'en sortir en disant bah, moi, mon affaire, elle est bien accrochée, donc je ne pourrais pas la perdre, et c'est comme ça qu'il va sortir de sa phobie. Monter à cheval, encore une fois, c'est s'en remettre à un autre. Chez l'analyste aussi, on y vient, comme s'il avait des réponses sur des questions qu'on n'avait encore posées. Pour eux deux, le sujet que je suis, bah, il va finir par se confronter. Chevaux et analystes, finalement, pour moi, c'est même histoire, deux écritures, l'essence pour les chevaux, les mots pour les seconds. Et c'est pas toujours vrai. Alors, en tant que... Après, ce sera un tout petit bout de film. Le psychanalyste équithérapeute, alors, je vous explique un peu mon parcours, je n'ai pas fait de présentation au début. En fait, mon parcours d'analyste, je le vois au livre, notamment à Saut d'Ursenard. Et je me remémore souvent, je ne sais pas si vous avez lu les mémoires d'Adrien, toute la partie où il retourne dans sa villa, la fameuse villa Adriana, à côté de Rome. Il le fait sur un cheval. Et il entretient un immense monologue. C'est 200 pages, quasiment, les mémoires d'Adrien. Et son monologue, en fait, va lui faire retracer sa vie. Exactement comme ce qu'on fait en analyse. Alors, les chevaux, souvent, ils se font comme ça, les réceptacles de nos monologues. On parle aux chevaux. On leur murmure aux oreilles, même parfois. Alors, il revient sur son enfance dans les plaines andalouses et il poursuit sur son règne et ses amours, Antinous et toute l'affaire. Donc, ce souvenir, rappeler la mémoire, voilà ce que sont les livres pour moi, c'est ce qui m'a fait devenir psychanalyste. Alors, mon parcours d'équithérapeute, j'ai essayé de chercher à quoi je le devais, et en fait, j'ai trouvé, je le dois à un livre aussi, et un livre en particulier, c'était un livre que j'ai ramené, La chute de cheval de Jérôme Garcin. Il est un peu bousillé, on l'avait prêté au départ, mais je ne l'ai jamais rendu. Et je l'ai beaucoup fait souffrir. Et puis le suivant aussi, un des suivants, Olivier, c'est une affaire de jumeaux. Ça m'a pas mal touché et c'est déjà un petit peu, je crois, initié dans ce bouquin. Alors il me revient de ce livre-là, en fait, la description initiale de la mort de son père, qui est tombé de quinquina par une veille de Pâques, il y a 21 ans, je crois que c'était en 73. Alors ça rouvre, ce livre, il rouvre en fait le flot des souvenirs, il retisse l'image d'un père, et avec lui du frère jumeau disparu. Pour ce faire, il fait une revue de littérature, des écrivains et artistes, et les amoureux du cheval, Géricault, Morand, Bartabas, comme ça. Et à travers ça, en fait, il raconte une histoire, l'histoire de la mort de son père, l'histoire de sa filiation. Et au terme de son ouvrage, il nous livre son inscription dans la filiation, dans ce que son cheval actuel est de la même race que celui qui tua son père, un trotteur. Il nous livre aussi, et c'est très étonnant, je ne l'avais jamais perçu, ça fait au moins 50 fois que je le lis, et là je l'ai relu pour venir au colloque. Et j'ai découvert en fait qu'à un moment dans le bouquin, c'est une page que j'avais vu sauter, refoulement c'est efficace, et à un moment il corrige l'histoire, puisqu'on se demande pourquoi Quinquina a tué son père. Tout le long du livre, on ne sait pas comment ça s'est passé finalement, un cheval qui a embarqué son père bon cavalier en forêt de Rambouillet, et au bout la mort, et lui ne comprend pas pendant près de 20 ans en fait comment ça se fait que Quinquina a tué son père, et à un moment, je ne sais pas si c'est contemporain de la sortie du livre, il y a un écuyer qui l'appelle et qui dit que en fait tout le monde savait que Quinquina était un tueur, c'était un cheval qui était susceptible en extérieur de tuer n'importe quel cavalier, et qui n'avait qu'une seule solution, c'était de le mettre dans le vide. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça m'a bouleversé, et quelques semaines après l'avoir lu, je remercierai jamais assez la copine qui me l'a offert, et ben, je me formais à l'équithérapie, avec une idée en tête, en fait, croiser la psychanalyse et les chevaux, et essayer de signifier à d'autres, peut-être à vous, je ne sais pas, vous me direz si j'ai réussi, qu'il y avait une évidence en fait dans la proximité de ces deux approches. Alors, le premier tableau en fait c'est flou, voilà. Mais c'est en fait la mort d'Hippolyte dans la Phèdre de Racine, en fait, qui se fait traîner par son cheval qu'il a élevé, il a élevé le cheval et probablement que le cheval l'a élevé aussi, et rejeté par son père en fait de Thèbes, je crois, de la bêtise, une fois que c'est Thèbes. En fait, il se trouve, il y a un dragon qui sort de la mer et le cheval part au triple galop et le fracasse sur la plage. Juste en dessous, en fait, je
je vous ai mis une image en fait de cavaliers mongols, enfin c'est plutôt des cavaliers kazakhs d'ailleurs, qui chassent à l'aigle dans l'ouest de la Mongolie. Et puis en bas, c'est une représentation en fait de Milady de Paul Morand, qui est aussi un très joli bouquin sur les chevaux et sur l'amour des chevaux. Alors je me proposais en fait de parler un petit peu des techniques de l'équithérapeute et de l'analyste, la question de la temporalité, la question du regard. Alors je ferais pas mieux en fait que vous lire le passage justement de Garcin, qui raconte ce que c'est que le regard des cavaliers et que j'utilise au quotidien quand je suis en séance d'équithérapie avec un patient. Et donc c'est le jour de la mort de son père. Sans doute, ce jour-là, mon père et Frédéric F. parlent-ils comme seuls parlent les cavaliers, en promenade, sans se regarder, les lignes des yeux parallèles, égrénant des propos décousus sur les choses de la vie, les toquades du temps, les caprices du terrain, la qualité d'un cuir de sel, la semaine passée, immobile derrière un bureau, le plaisir cathartique de traverser la campagne à la hauteur des arbres, à la vitesse des anges. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça, sur le fait que quand on est cavalier, notamment, j'emmenais pas mal d'adolescents en sortie extérieure, à cheval, j'étais monté tout comme eux, et je trouvais très intéressant en fait, de voir la même chose qu'eux, et d'une place qui était relativement égalitaire. Parce que oui, un équithérapeute et même un bon cavalier, ça se casse la figure, en présence de ses patients parfois, et ben, c'est très très bien pour les patients. Ça c'était le premier cas, et après je vous relis un autre passage, et juste après je lancerai un joli film pour être dans les temps. Je suis à 3 minutes. Ça va. Ils sont affreux. Alors en fait il refait une sorte de je dirais pas paraphrase, mais magnifique texte de Paul Morand, donc qui s'appelle Milady, dont on a tiré un film, et je vous passerai pour finir le passage de ce film. Alors il dit ça: Milady est le chef-d'œuvre de Paul Morand, solitaire assoupi par les chancelleries. Il l'a rédigé d'une traite pendant l'été 1935 à Saumur, puis à Villefranche-sur-Mer. Vous voyez, ce texte, pour moi c'est un psychanalyste parce que ça ne fait que des associations tout le temps. Il retrace son histoire à travers les associations. Dans cette longue nouvelle, le commandant Gardefort, auquel Nourricier a pensé en dessinant 50 ans plus tard la figure blessée de Vachaud d'Arcole, est un ancien écuyer du Cadre Noir qui a tout sacrifié à sa passion et à la carrière. À côté de lui, Alceste est un philanthrope. Humilié de se voir préférer les quadrupèdes aux robes peu variées, sa femme l'a d'ailleurs quitté. Gardefort l'a remplacé par Milady, une jument sans grâce, refusée au dépôt de remonte, mais qu'il aime à la folie. Ce n'est pas une liaison, c'est ma raison de vivre. Et qu'il a travaillé, pétri, adoré, jusqu'à métamorphoser l'animal terne Malgauchy en admirable danseuse aux pieds ailés. Chaque jour commençait dans l'espièglerie, dans la ruse, et se continuait dans la rage, pour se terminer dans une sorte de pamoison soumise. L'amour parfait, somme toute, pour une tunique noire. Mais voilà, incapable de régler les frais de son divorce, l'amant doit se séparer de la frémissante maîtresse, tachée de blanc à 3 pieds. Milady est vendue à un banquier belge, désolé pour les Belges, pour qui l'équitation est, mot affreux, un violon dingue. L'acheteur prétend savoir dresser les chevaux, réplique assassine de Gardefort: on dresse un poulain, monsieur, mais un cheval on le met. Le cœur brisé, le commandant monte donc Milady une dernière fois. Il sentit vivre sous lui cet être qui se prolongeait, qui était lui-même, qui chaque fois qu'il s'engageait en avant le secouait, l'aidait à quitter le sol, comme un dieu, l'emportait dans la lente ou rapide cadence, comme une femme enceinte emporte son enfant. Une femme enceinte, personne avant Morand n'avait poussé si loin la personnification d'un cheval, ni osé plonger le cavalier dans un bonheur amniotique, si chimérique. 3 mois après avoir vu partir sa jument, dans le van trop luxueux de son nouveau propriétaire, Gardefort lui rend visite à l'improviste. Elle est méconnaissable, pervertie par ses allures, déshonorée, humiliée. Elle est devenue un canasson saltimbanque, une pauvre créature bouffie, pensue, malade, dont seule la couleur de la robe et les balsams montant au canon lui rappellent la princesse qu'il a tant et si bien glorifiée. Dans une scène finale magnifique, l'écuyer de Saumur reprend en main sa belle, déformée par un ignare, lui redonne sa fierté perdue, la conduit au rythme d'un carrousel sur la plateforme d'un aqueduc qui alimente Namur, marche en avant, calme et droit au-dessus du précipice, lui offre quelques minutes d'aérienne haute école avant de le jeter dans le vide, inséparable, le cavalier qui n'aimait pas les hommes et sa lady Alzane qui n'aimait que son maître. Qu'est-ce que c'est selon vous monter un cheval? C'est mettre un cheval en équilibre et l'y maintenir sans effet de force, c'est tout. Un cheval, c'est une balance. Et que peut-on faire
pont de chemin de fer? Non, c'est l'aqueduc qui alimente Namur. Un ouvrage de 300 mètres de long à 25 mètres au-dessus de la vallée. Quelle largeur? 2 mètres, 2 mètres 50. Oui, quel rapport avec l'équitation? Vous allez comprendre. Mais pour ça, il faudrait que je reprenne en main Milady. Volontiers, restez autant qu'il vous faudra. Oh, ça ne sera pas long. Laissez-nous causer en tête à tête et à ma voix, elle comprendra ce que j'attends d'elle. Pourquoi qu'allez-vous en faire? C'est qu'il y a les plus difficiles, les plus extraordinaires, monsieur. Marcher droit. Je vais vous montrer comment on marche droit, monsieur Grabach. J'arrêterai mon propos juste après, parce que sinon après je vais me faire fâcher pour le temps. Mais je trouvais cette scène assez intéressante pour montrer le rapport extrême qu'il peut y avoir entre un cheval et son cavalier, entre un cavalier et analyste et un cheval, entre un patient, un équithérapeute et un cheval. Et je trouvais intéressant de finir là-dessus et chapeau l'artiste. Bravo. Merci.